y est, je suis épuisée. Coucou Mel. Salut ma belle. Salut. Ça va et toi? Tu vas bien? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. J'ai eu peur au début, j'avais un petit décalage, mais c'est bon. Bienvenue en Auvergne. La connexion, pépite. Oui, elle est super bonne, notre connexion. On arrive à faire des choses, c'est déjà ça. Hein. C'est ça ma belle. Comment tu vas? Bonne année Bonne année toi aussi, toi aussi. Et bonne année à toutes les filles qui sont là. J'en vois bien qui se connectent là. Coucou les filles. Coucou, coucou. Trop bien. Ouais, merci à toi. C'est trop bien de finir la journée avec toi, tu vois. Dernier meeting, le meilleur. Trop bien. Entre meufs, c'est ça. Parfait. Donc moi, c'est Amélie Altner. J'ai 32 ans. Je suis auvergnate. Coucou les Auvergnats par ici. Et je suis la fondatrice, enfin du moins la cofondatrice, parce que j'ai cofondé ça avec mon mari, de Project Power. C'est un programme d'empowerment pour les femmes, c'est-à-dire j'aide les femmes à prendre le pouvoir d'elles-mêmes, de leur carrière, ce soir de leur temps, plus tard de leur année, voilà, à prendre le pouvoir. Ouais, d'accord, très bien. Comme ça, tu vois. C'est vrai que tu as... Girl power. Girl power, ah bah toujours. Hein. Merci beaucoup. On a un beau mouvement, vraiment, et le mouvement est lancé, et plus ce sera conséquent pour la société, plus on aura un impact, plus on aura pris notre place dans la société, plus on aura, tu vois, réduit les inégalités, en fait, hein, clairement. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Donc, mon rapport au temps, il est précieux. C'est le mot le plus, je pense, tu vois, qui touche le truc du mieux, c'est précieux. Parce que c'est la seule ressource que j'aurai plus jamais. Donc, c'est énormément de choix. Et le choix, il va dans une seule, en fait, généralement dynamique ou deux. C'est le kiff ultime. One life, tu vois, kiff ultime. Et puis, avoir un impact. Moi, j'ai envie de finir ma vie, tu vois, et de me dire, je suis pas passée sur cette planète pour rien. Et j'ai mis mon énergie, mes idées, mes neurones à contribution pour faire avancer les choses. Et je laisse un truc aux générations d'après, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on dit dans le numéro de QLF, que pour prendre du temps, il faut savoir en perdre. Alors en perdre ou en investir, c'est plus joli quand même de dire en investir. En investir, très clairement. Ouais. Ouais. Et en fait, repartir plus vite. Tu vois, il y a une notion quand tu investis du temps, c'est de commencer par savoir où tu veux aller, savoir ce que tu veux faire de ton temps. C'est ton chat derrière? Il est toujours là, lui. Désolée, elle joue de la guitare, quoi. On adore le cat, il est partout, le cat. C'est un super cat. Fais voir moi ce chat. Ah ouais, voilà, il joue de la guitare. Mais c'est un multitalent, ce chat. Première chose, te poser la question où tu vas. Parce qu'en fait, le temps, si tu sais pas où tu vas faire n'importe quoi. Clairement, si tu ne te prépares pas à avoir un objectif de ce que tu vas faire ton temps, tu vas faire que des trucs que ton cerveau aime bien faire. Donc, ça va être chiller, la flemme, pantoufles. Voilà, ça va être ce que ton cerveau aime bien faire. Des trucs faciles. Maintenant, tu lui mets un objectif à ton cerveau, il va t'aider à l'atteindre. S'il en a pas, il fait que des trucs qui lui font plaisir. Voilà. Et c'est généralement rien faire. Parce que lui, moins t'en fais, mieux c'est. On a un cerveau qui est quand même très pantouflard, qui est toujours orienté sur quelque chose de très confortable et qui veut pas beaucoup bouger. Donc c'est important qu'on lui dise exactement où est-ce qu'on veut aller pour pouvoir prendre le temps d'y aller. Sinon, tu verras, tes journées, elles passent pareil, t'as jamais le temps, mais t'as rien fait. Et puis, en fait, c'est vraiment des choix. Tu vois, c'est vraiment des choix. Donc, il y a se fixer un truc minimum à faire par jour, un truc minimum. Je dois le faire obligatoirement. Et après, tu disais, on repousse les choses. Alors oui, on repousse. Pourquoi? Parce qu'il y a une première chose, on repousse parce qu'on n'en a pas envie. Donc la meilleure chose à faire quand on n'a pas envie, c'est de le faire tout de suite. Parce que plus tu repousses, tu vois, imagine le lundi matin, tu veux faire un truc que tu n'aimes pas, plus tu repousses, en fait, tu vas te bousiller toute la semaine parce que tous les jours, tu vas te dire « Ah, je dois le faire, mais j'ai pas envie. Je dois le faire, mais j'ai pas envie. Je dois le faire, mais j'ai pas envie. » En fait, tu vois, c'est la semaine, tu t'es bousillé la semaine, quoi. Clairement. Donc, ce que t'as pas envie de faire, tu le fais tout de suite. Comme ça, en fait, tu te libères et tu te fais plaisir, quelque part, parce qu'après, tu te dis « C'est fait, c'est coché, nickel. » Tu vois? Et la deuxième chose, pourquoi on repousse les choses, c'est parce qu'on a peur. Et ça, c'est extrêmement important de les traiter, ces peurs, et de prendre le temps de les traiter parce que
bah, c'est normal qu'on en ait. Plus on veut faire des choses qui nous ressemblent, plus on a de peur, c'est clair et net. Et donc, c'est très, très, très important de prendre le temps de les calmer, de les gérer et de pas subir sa life, en fait, tu vois, avec un cerveau crispé, avancer comme ça, j'ai peur. Non, en fait, on a peur, c'est OK, ça se travaille, ça se détend. Et une fois que tu investis ce temps, derrière, la peur, elle disparaît et tu avances beaucoup plus vite. Oui, donc c'est vrai qu'il y a aussi ces mécanismes à déconstruire alors. Et tu kiffes en fait derrière parce que tu te dis déjà je l'ai faite. Et la deuxième chose, c'est que tu t'es pas bassiné toute la semaine en te disant putain, faut encore que j'aille à la poste, je suis toujours pas allée. Tu vois le truc? Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. Donc ça, il y a la technique très facile du 5, 4, 3, 2, 1. Tu te dis, oh, j'ai pas envie et tout machin. Tu comptes 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Go. Et tu le fais. Tu vois, tu te mets une espèce de décompte, ton cerveau, et ça lui donne une action et on y va. Parce que le meilleur moyen d'avancer contre les peurs, contre la procrastination, contre ce qu'on n'aime pas, c'est de le faire. Voilà. Oui, tout à fait. Justement, j'allais y venir tout à l'heure, mais la procrastination, c'est quelque chose d'assez presque dramatique. Hein. Encore une fois, on a des cerveaux pantouflards. Donc, ils veulent pas, ton cerveau, il ne veut pas sortir de sa zone de confort, il ne veut pas prendre de risques. Son unique but, si tu veux, à lui, c'est de te maintenir en sécurité. Donc, moins t'en fais, moins tu changes, plus il est content, lui. Donc, lui, il a qu'une envie, c'est que tu ne prennes surtout pas de risques, que tu ne fasses pas les choses que tu as envie de faire, que tu ne fasses pas des choses qui demandent du courage, parce qu'il y a beaucoup de risques derrière que tu te plantes, que tu ne sois pas en sécurité, que voilà. Lui, il ne cherche que ta sécurité. En revanche, ce qu'il n'a pas du tout pensé à faire, c'est ton bonheur. Ça, ton épanouissement, ton bonheur, il n'y pense pas du tout, ton cerveau. Donc là, il faut inverser les rôles, et c'est à nous de prendre notre cerveau par la main et lui dire « ça me rend heureuse, je le fais ». Peu importe si tu as envie ou pas, je te prends par la main, on y va. Ça va être cool. Tu vois? Et ça, c'est l'action. Et l'action, une fois que l'action l'a... Voilà. Quand tu t'es dit de manière très claire, si tu veux, je veux avoir rempli cet objectif jusqu'à telle date, la procrastination a déjà beaucoup moins de place. Oui, bien sûr, ouais. Tu vois? Elle a beaucoup moins de place. Et si elle persiste, bah c'est important d'être indulgent aussi avec soi. C'est important de regarder pourquoi elle persiste. Est-ce que c'est un objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre? Est-ce que c'est un objectif qui me ressemble? Ou est-ce que je le fais pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre? Pour faire bien dans la société? Pour, tu vois, flamber, machin? C'est possiblement un objectif qui ne nous correspond pas du tout. Et donc, on procrastine parce qu'on n'a pas envie. Tu vois? Donc, challenger un peu l'objectif. Ça prend du temps. On l'investit, on regarde l'objectif. Est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire? Oui, ok, j'y vais. Tu vois, mais tu investis du temps d'abord. Deuxième chose, tu regardes, c'est un objectif que j'ai envie de faire. Ok, mais il me fait flipper. Ok, légitime. Il te fait flipper, ok, c'est un truc qui est plus grand que toi, c'est un truc que tu n'as jamais fait, c'est quelque chose, ok. Dans ce cas-là, j'investis encore 10 minutes pour calmer mes peurs et là, me dire, je vais y arriver, me donner du courage. Là, je suis ma propre meilleure amie, si tu veux, et je me parle comme, tu vois, je me donne des conseils pour avancer. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis aussi d'être indulgent avec soi aussi. On s'aide pas, si tu veux. Quand on commence à se dire la procrastination c'est mon ennemi ou qu'est-ce que je fais rien, c'est nul. Ben on s'aide nullement. On s'aide nullement. Oui, ça va pas nous faire avancer ça, tu vois. Donc c'est ok. Bon bah ce matin j'ai procrastiné, c'est ok. Qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer? Et donc là je prends encore 5 minutes et je réfléchis et je me fais un plan d'action et j'y vais. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Mais c'est pas mal ça. Ça avec les enfants, je sais pas si ça marche. Ça marche avec les enfants aussi. Bon, je vais essayer. Tu leur dis quand tu les grondes. Tu sais, tu leur dis quand tu les grondes. Je vais me lever à 3. Attention. Oui, bah, ça marche pas. Enfin, voilà, complètement. Les choses telles qu'elles Et sont, lui, il a juste, si tu veux, besoin de sécurité, en fait. Donc, tu lui donnes cette sécurité d'avancer, il avance avec toi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu lui donnes cette sécurité, tu prends le temps de te la donner, tu te fais une petite méditation, tu vois, moi, des fois, j'aime bien faire juste ça aussi, tu sais. Je lui dis comme ça, je lui dis, t'inquiète, on va y arriver, quoi. Je viens l'apaiser, clairement. Parce que c'est lui qui flippe. Moi, j'ai envie de le faire, moi. Tu vois? C'est lui, là-haut, qui me retient. Et oui, tout à fait. Et si c'est quelque chose qui est inconscient, s'il te retient et que tu t'en rends pas compte, ben tu fais n'importe quoi. En fait, tu vas dépenser ton temps comme tu dépenserais, tu vois, de l'argent n'importe comment. Voilà, tu dépenses ton temps. C'est-à-dire que lui, il va faire en sorte que surtout tu blindaxes ton emploi du temps, mais que ça ne te serve à rien. Ça ne te serve à rien. Et il y a un moment, ce qui est très important de faire.
On est dans des sociétés où l'overbooking, être occupé tout le temps, faire plein de trucs, c'est super fun, c'est super bien vu, voilà, tu vois. Et quand tu vas, bon, à Clermont, c'est un peu plus soft, mais quand tu es à Paris, les mecs, ils ont 5-6 soirées dans une. Putain, mais c'est lunaire, quoi. Tu te dis, mais à quel moment? Donc, ils arrivent, ils enlèvent leur manteau, ils disent bonjour, ils repartent, quoi. Tu savoures plus rien. Et là, il y a un manque de choix. Tu peux pas faire 6 soirées en une, t'en as qu'une. Donc, choisis, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que tout ça, ça demande une remise en question, en tout cas. Nous, même si tu veux, en tant que femme, on a déjà clairement nos règles une fois par mois. On est des fracs, quoi. On peut rien faire. On est fatigué, on est énervé, on doute beaucoup plus, les peurs sont démultipliées parce qu'on est fatigué, les hormones travaillent, etc. C'est un truc, c'est une période en fait du mois où tu sais, tu as une semaine, et ben c'est bouillotte, cocooning, petit thé, voilà. Il faut surtout pas aller te mettre des meetings importants à ce moment-là, il faut pas vouloir te sortir dehors, tu vois, faire plein de bamboulas, machin. Si tu sais qu'à cette période-là, tu vas être plus fatigué, donc c'est des périodes d'introspection, des périodes où on prend un peu plus de recul, où on se fait un peu plus de bien, on va se faire un massage, on va plus méditer, tu vois. Il faut savoir se faire du bien aussi à un moment où nos hormones changent. Nous, on n'est pas du tout linéaire en tant que femme. Et ça, déjà, tu vois, par rapport aux hommes, on n'est pas du tout égaux là-dessus. Ils n'ont pas ce ups and downs qu'on a nous, qui est très clair. Donc, qui dit règles, avant les règles, juste après, plus de peur, plus de doute. Donc, il y a un moment, si tu veux, il faut juste aussi te dire, voilà, j'ai mes règles, je vais douter un peu plus, bah voilà, mais ça ne veut pas dire que ma vie s'arrête. Tu vois, en fait, c'est juste normal. Oui, mais d'apprendre à s'écouter peut-être un peu, parce que clairement, les cycles menstruels ne sont pas les mêmes pour toutes. qu'on le veuille ou pas, en fait, il y en a qui ont des règles très douloureuses, je suis d'accord avec toi, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un changement hormonal qui se passe en nous, et donc lui, il a un impact sur notre humeur, sur nos doutes, sur nos peurs, et sur la manière dont le cerveau fonctionne, c'est sûr. Tu vois, donc, et celui-là, il est complètement sous-estimé. Complètement sous-estimé. Bah, il est tabou aussi. Il est tabou, clairement. Donc, et aussi, justement, donc toi, le programme que tu fais et toute ton action, elle est dirigée exclusivement, du coup, sur les femmes. Les femmes, ouais. Voilà. Et pourquoi, du coup, est-ce que tu as... quelle a été ta motivation de t'axer sur nous? Mais parce qu'on est, si tu veux, pour moi, on est né dans un monde où on n'a pas de place. On est né en tant que femme dans un monde où on n'a pas de place. Les choses n'ont pas été pensées pour nous, les produits n'ont pas été pensés pour nous, il n'y a pas de place qui est faite naturellement, c'est une place qu'on doit prendre, clairement, et donc il faut s'armer pour ça. Et quand tu arrives dans un monde qui ne te fait pas de place et qui demande en plus de surtout pas prendre de place, tu vois, on part avec un conditionnement de base en tant que femme qui est dévalorisé. C'est-à-dire, nous, on a des points en moins, quoi. Tu vois, les hommes, ils sont arrivés, ça va, tu vois, ils sont arrivés, il n'y a personne qui leur a demandé quoi que ce soit, on leur a dit ok. À la rigueur, sois fort, montre pas trop tes émotions, si tu veux, c'est un problème qu'ils ont aussi, mais tu vois, il y avait pas plus. Nous, on nous a dit, reste dans un coin, sois petite, ne fais pas de vagues, t'es belle, tu te tais, tu vois, on a en fait des espèces de... Tu seras jamais à la hauteur, quoi que tu fasses, t'es une femme, t'es moins que rien, donc à la rigueur, arrête. Je schématise et j'exagère un petit peu, mais c'est profondément, en fait, si tu veux, le briefing de départ qu'on reçoit à la naissance, et d'autant plus dans notre enfance après, etc. Donc, il y a un moment, nous, on part avec un package, avec tu vois, un sac à dos sur nos épaules, il est sacrément lourd, si tu veux. Ouais, il est très lourd. Quelqu'un, vous me voyez correctement ou pas là? Oui, tu es super belle. Bon. Nous sommes des survivantes et nous devons nous armer pour accomplir tous les défis de la vie. Au combat, les meufs, au combat. Donc, il n'y a pas à se battre. Enfin, je trouve que, si tu veux, c'est simplement, en fait, prendre conscience qu'on part avec un conditionnement qui est très, très dévalorisant, que c'est normal d'avoir un syndrome de l'imposteur, parce que quand on nous a répété à longueur de journée qu'on ne serait jamais à la hauteur, c'est normal qu'on se pose des questions là-dessus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut continuer à subir et qu'on peut continuer à vivre avec ce boulet, en fait, si tu veux, toute notre vie. Non, on travaille le truc et on avance. Tu vois, tout bête, en fait. Mais pour ça, il faut des solutions. Et pour ça, c'est pareil, tu vois, les hormones, nous, c'est quelque chose qui est très, très présent chez les femmes. Chez les hommes, un peu moins, parce qu'ils n'ont pas, si tu veux, ils n'ont pas la pilule qui les fout leurs hormones complètement sur la tête. Ils n'ont pas, tu vois, des différences d'hormones très, très accrues pendant les mois, etc. Donc,
Ça, déjà, c'est un sujet qui est jamais abordé. Tu vois? Mais en fait, très concrètement, avec de vrais outils, tu peux booster tes hormones et donc tu es plus heureuse, plus épanouie, tu as plus de courage, plus de confiance et tu avances plus. Rien qu'avec ça. Ouais. Oui, et puis aussi d'accepter voilà, ces cycles, de se mettre en off à Voilà. certains moments. Voilà. Fait, oui. Voilà. Et alors, attention, on n'a jamais fini. Jamais fini. Oui, alors, le problème, il est là, c'est que la pause, elle ne vient jamais. Ou elle ne vient, en fait, c'est une pause qui est dégueulasse, où tu dégoulines tel tu vois, un légume tout cuit sur ton canapé parce que tu n'as plus d'énergie du tout. Donc, en fait, ta détente, elle n'est pas du tout constructive. Donc, c'est quoi? C'est téloche, j'allume avec ma télécommande et je végète devant ma téloche, quoi. Et ça, c'est pas un moment constructif. Donc, moi, je dis, ce qui est extrêmement important, c'est de faire l'inverse. Tu commences par ta détente, tu te détends, tu programmes où tu veux aller, tu te fais du bien, tu apaises tes peurs, tu réponds à tes doutes, et ensuite, tu avances. Et une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire que tu as investi peut-être 15 minutes de ton temps, une fois que tu as fait ça, tu as gagné 2 heures derrière. Parce que quand tu avances, tu sais, crispé, allez, je serre les dents, j'y vais, je prends encore un meeting, je vais voir mes enfants, je fais machin, je fais truc, tu vas avec le cerveau comme ça. Mais lui, il a besoin de 3 fois plus de temps pour faire les choses, en fait. Il est tout crispé, il est crevé, il en peut plus, il a besoin de beaucoup plus de temps. Donc, tu vas prendre 3 heures pour un truc qui t'aurait fallu simplement une demi-heure pour le faire si tu avais été détendu. Donc, commence avec ta détente et fais tout ce que tu as à faire ensuite. Et une fois que tu te sens plus détendu, stop, détente, on repart. Mais ça, c'est justement un des mécanismes, je pense, qu'il y a à revoir parce que on doit, j'imagine, en tout cas, ça serait mon cas, par exemple, culpabiliser de se dire ah, mais j'ai ça et ça à faire, j'ai pas le temps de prendre mon temps. C'est ça. Et je le vois tous les jours, si tu veux. Tous les jours, on me dit non, mais là, j'ai pas le temps, il faut que j'aille voir un client, il faut que je fasse ça, je suis crevée, j'ai mal partout, j'ai machin, mais il faut que j'aille voir le client. Mais qu'est-ce que tu vas lui donner à ton client quand tu arrives en dégoulinant? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce que tu vas avoir de ce moment, en fait? Là, il y a un choix à faire, c'est-à-dire je ne suis pas à mon maximum pour apporter ou pour tirer un maximum de la situation. Donc, j'annule la situation. Tu vois le truc? C'est un vrai choix de se dire, est-ce que je peux apporter quelque chose? Est-ce que ça peut m'apporter à moi et à la personne qui est avec moi à ce moment-là? Tu vois? Ou est-ce que, en fait, ça n'a pas de sens? Et il y a une grande légitimité sur laquelle je travaille aussi beaucoup à dire, bon, ce soir, je suis désolée, mais là, je suis crevée, on annule, quoi. Tu vois, ça, c'est déjà un truc, personne n'arrive à le dire, ou pas grand monde, de se dire, c'est pas un motif légitime encore, tu sais, de se dire, je suis simplement crevée, voilà, la fatigue, ou j'ai pas envie, ou tu vois, ça devrait être un motif tellement plus important que, je sais pas, non, j'ai oublié, ou je suis malade, ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, en fait, rien que ça, déjà, de dire, je suis fatiguée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que femmes, on a tellement pas conscience de notre valeur à la base. Tu comprends? On est parti, on nous a dit, t'es sous-valorisé. Donc, en fait, nous, notre valeur, elle est déjà tassée. Donc, quand on arrive à un point de fatigue et qu'on s'en rend compte, on est déjà, en fait, au bout du bout, quoi. Ouais, bien sûr. On est encore en train de se dire, faut que j'y aille. C'est déjà trop tard, en fait. Quand tu l'as verbalisé pour une femme, pour nous, c'est déjà trop tard. À partir du moment où tu te le dis, il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est de se dire, je me le suis dit, c'est déjà trop tard, en fait. Donc là, je suis conséquente avec moi-même. Preuve d'amour-propre, je le fais pour moi-même. Ouais, tout à fait. Oui, tu vois, j'arrête. Et la culpabilité, elle est toujours bienveillante. La culpabilité, elle te donne juste le choix. Tu viens de prendre une décision, tu as dit, j'arrête de bosser, je vais me détendre. Par exemple. D'accord? Là vient la culpabilité. Tu es en train de te détendre et là, elle fait coucou! Culpabilité, salut, qu'est-ce que tu fous? Tu es en train de te détendre, ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle débarque au moment où, en fait, tu es en train de douter sur est-ce que j'ai fait le bon choix de me détendre maintenant? D'accord? Donc, quand elle arrive, tu reprends ton choix. Je bosse ou je me détends? Tu choisis, je me détends. Et là, la culpabilité, elle disparaît instantanément. C'est juste un choix à faire de nouveau. Ton cerveau vient revalider si tu as bien pris le bon choix. Voilà. Tu reprends la décision, la culpabilité disparaît. Oui, de s'aimer, bien sûr. Et tu après vois aussi d'avoir le courage de se montrer. Voilà. Et puis, mais c'est juste ça, tu vois, rien que déjà de se dire, je prends du temps pour moi, je me fais du bien. Moi, tu vois, c'est souvent la question qu'on me pose, hein, parce qu'on me dit, tout le monde arrive avec ses problèmes, on vient tout le temps te parler, te solliciter. Je dis oui, bien sûr, mais moi, je ne peux pas être là pour vos problèmes si je ne suis pas là pour moi d'abord. Tu vois, je peux être là pour personne si je ne suis pas là d'abord pour moi. Donc, le travail sur mon bien-être,
tu vois, c'est 3 heures, les 3 premières heures de ma journée, c'est ça, quoi. Mm. Peu importe si je commence à midi à bosser, peu importe, parce que je sais que si derrière, en fait, si je suis bien préparée mentalement, il y a des jours, en fait, c'est comme ça, tu vois. J'ai juste, tu sais, tu te lèves, t'es pas trop bien, t'es un peu comme ça. Et ben, j'investis plus de temps sur mon bien-être d'abord. Et je commence après, plus tard. Tant pis. Parce qu'en fait, je sais que si je commence maintenant en étant groggy, toute molle, ben, ça va me prendre 4 heures. Maintenant, j'investis 2 heures pour aller mieux, me sentir bien, etc. Je vais avoir le cerveau plus léger, les idées plus claires, je vais me sentir mieux, donc je vais avancer beaucoup plus vite et je vais le faire en 2 heures. À la fin, je n'ai pas perdu de temps, je suis sur la même timeline et je le fais avec le cœur beaucoup plus léger, avec tu vois, avec le cerveau beaucoup moins crispé et je subis pas le truc. Je le savoure à la fin. Donc, on a des situations qui perdurent, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt s'adapter. On ne sait pas, tu vois, voilà. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une anxiété permanente. On vit depuis 2 ans dans une anxiété qui est permanente. Et ça, il faut certainement pas sous-estimer, en fait, ce que inconsciemment, ça crée en nous. On est sans arrêt dans la peur, on ne sait pas où on va. C'est toutes les peurs qui s'accumulent, en fait, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la solitude. Le Covid, c'est ça. Hein. C'est toutes ces peurs qui s'ajoutent à nos peurs actuelles. Tu vois ? Merci. Voilà. Donc c'est très très lourd, très très lourd. Et il faut vous dire que en tant que maman, on a souvent tendance à se dire ouais, ben, mes enfants ils ont besoin de moi, je dois être là pour eux, etc. Première chose, tes enfants n'ont pas besoin de toi tout le temps. Ça il faut le comprendre. Ils ont besoin de toi à des moments, ils ont besoin que tu sois par contre à 400% avec eux. Quand tu es avec eux, tu es avec eux. Et souvent en fait on se dit je dois être là avec eux tout le temps et donc du coup en fait on n'est pas vraiment avec eux. Tu vois, on est sur son téléphone, on est en train de penser au boulot et aux trucs qu'on avait oubliés, à la cuisine qu'il faut faire derrière et machin, tu vois. Donc non, en fait, je me prépare psychologiquement avant d'aller voir mes enfants à me dire je dois faire ça, ça, ça et ça. Là, je prends une demi-heure avec mes enfants à fond. Ensuite, je fais la bouffe. Ensuite, je fais machin. Ensuite, je fais ça, tu vois. Et là, tu es beaucoup mieux avec eux, tu es beaucoup plus ancré dans le présent, tu es beaucoup plus intense en fait avec eux, et c'est ça qui compte. C'est pas la quantité de temps, c'est la qualité du temps que tu as avec eux qui compte. Après, j'en ai pas, hein. Après, j'en ai pas. Tu vois ? Voilà. Et ça, c'est très important à se le répéter. T'as les bonnes bases et puis après, en pratique, écoute. Mais tu fais au mieux, en fait. Tu fais au mieux et ça suffit. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Mais après, les enfants, je pense qu'ils comprennent aussi. Ils comprennent, mais bien sûr qu'ils comprennent. Et ils ont besoin d'une maman qui soit, pareil, épanouie. Je dis toujours, vous êtes, en tant que maman, les meilleurs modèles pour vos enfants. Et vous n'êtes pas des modèles dans ce que vous dites, vous êtes des modèles dans ce que vous faites. D'accord ? Donc, c'est très important de soigner votre épanouissement, de soigner votre focus, de soigner le temps que vous prenez pour vous, etc. Parce que c'est tout ce que vous leur transmettez. Maintenant, tu leur transmets que tu es une maman hyper stressée, qui prend jamais de temps pour elle, qui est toujours là pour ses enfants, qui fait tout à la maison, qui court partout, qui s'arrête jamais, qui travaille comme une folle. Tu vois ? C'est que des trucs que tu leur transmets. Et je vais te donner un exemple qui est extrêmement dur, mais qui est aussi une réalité. C'est par exemple, j'accompagne aussi beaucoup de femmes battues en bénévolat pour les sortir de ces situations. Si tu veux, une femme qui est battue par son mari reste pour ses enfants. C'est un drame dans le sens où, et là c'est encore un exemple très extrême, mais si tu veux, c'est un drame dans le sens où elle est en train de transmettre à ses enfants pour vouloir les protéger, attention, hein, elle est en train de leur transmettre que l'amour, c'est violent. Ça leur donne des bases, eux, ils apprennent leur vie à travers ce que tu fais, à travers ce qu'ils observent de toi. Prenons un exemple beaucoup moins extrême que celui que j'avais à l'instant. Tu prends un exemple de quelqu'un qui est pas bien une femme qui n'est pas bien dans sa relation. Elle a 2 enfants, elle est mariée, ça fait des années et elle est plus amoureuse. Et elle reste pour ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es en train d'apprendre à tes enfants qu'il faut rester alors qu'on n'aime plus, il faut subir, il faut serrer les dents. Et on est en train de reproduire en fait des schémas que nos parents faisaient déjà, que les générations faisaient déjà avant et qui ne sont plus les schémas que nous on veut vivre, qui sont de subir pour protéger un enfant. Mais lui, tu es juste en train de lui apprendre que t'aimes plus, tu restes. Mais cassons le truc, tu vois, il faut s'en libérer. Et la meilleure manière de se libérer de ces schémas qu'on reproduit de génération en génération, c'est d'arrêter de le faire. Je ne suis plus amoureuse, je pars. Ton enfant, il ne souffrira pas de ça si tu lui expliques très clairement ce qui se passe et que ça se passe bien. Il va comprendre, en fait. Il y a possiblement, en fait, je ne peux pas être amoureuse toute ma vie de la même personne. Je peux partir si j'en ai envie, si je ne suis plus amoureux, s'il y a des problèmes dans les relations, etc.
Non, mais c'est sûr. Après, les enfants. Tu vois, tu leur transmets un truc beaucoup plus sain. Leurs parents heureux. Épanoui, Voilà, clairement. sans pas d'ailleurs, ça c'est Voilà. une évidence. Et souvent, on se coupe de notre propre épanouissement pour nos enfants. Mais tout ce qu'ils veulent en fait voir, c'est que nous, on est épanouis. Donc, c'est une priorité absolue, se faire du bien, prendre du temps pour soi et ensuite être bien avec ses enfants. Tu ne peux pas être bien avec tes enfants si tu n'es pas bien avec toi-même d'abord. Ouais. Mais la charge mentale, elle ne fait que s'accumuler quand on ne prend pas le temps de la filtrer. D'accord? Donc la charge mentale, elle s'accumule. En fait, il y a un espèce de tas d'informations qui s'accumulent dans notre tête. Maintenant, tu prends le temps de te poser, une méditation suffit, 15 minutes, pour oxygéner ton cerveau réellement et ensuite lui donner le temps de ranger les informations dans les tiroirs. D'accord? Méditation, lui, il se repose 2 secondes, il range les informations dans les tiroirs, du tas devient un truc bien rangé, tout est aligné, tu te réveilles de ta méditation, tu bois un verre d'eau, tu repars et tu sais exactement par quoi tu commences, ce que tu fais après, etc. Ce qui se passe en méditation avec nos cerveaux, c'est que en plus d'oxygéner, de donner la dose naturelle et normale et bonne d'oxygène à notre cerveau, on lui donne la possibilité de ranger les informations. D'accord? Donc en fait, il range. Et ensuite, quand tu sors d'une méditation, tu as tout qui est dans l'ordre. C'est-à-dire qu'au début, c'était un gros tas de nœuds dans tous les sens. Oh là là, mon Dieu, j'aurai jamais assez de temps, c'est horrible. Stop, méditation. Je range. Et ensuite, je le fais dans l'ordre. Ça apparaît comme une évidence après derrière. Sinon, on subit toute notre vie, en fait. La charge mentale, elle s'arrête jamais. À partir du moment, en fait, c'est un premier réflexe, c'est mon cerveau explose, médite. Et donc, on a en fait encore des blocages en France avec la méditation, avec, il y a encore pas mal, tu sais, d'images d'un yogi perché, tu vois, là, comme ça, sur un nuage. Non, en fait, très clairement, moi j'enseigne la méditation d'une manière beaucoup plus moderne, tout en gardant les fondamentaux, mais en fait, on vient juste oxygéner correctement notre cerveau. Et comme on court toute la journée, qu'on fait plein de trucs à la fois, etc., lui, il a jamais assez d'oxygène, donc il fonctionne pas correctement. Donc moi, c'est pour ça, tu vois, que j'ai construit un programme qui dure au minimum 6 semaines, parce que je veux absolument que tu changes la manière dont tu fonctionnes. Et en 6 semaines, je fais en fait on part d'un point A et à la fin, je t'emmène en fait à un niveau de vie, à une qualité de vie complètement différente parce que j'ai changé tes habitudes. Et ça, tu l'as même pas vu passer. Ça s'est fait automatiquement, naturellement. Et à la fin, tu as juste un mode de vie, un lifestyle qui est beaucoup plus sain pour toi, pour ton corps et pour ton esprit que ce que tu n'avais avant. Donc 6 semaines, répétition 6 semaines. Et là, ça rentre. Mais faut y tenir, hein. Ben oui, bien sûr, oui. Donc j'invite aussi les gens qui nous regardent à aller voir du coup